let's go sur les résultats d'Ubisoft de cette année 2021. Donc il y a pas mal de choses à dire. Encore une fois, comme j'ai fait pour Navia ou pour d'autres sociétés, c'est vraiment c'est vous expliquer un cheminement. C'est pas, on n'a pas, j'ai pas été analyser toute la société en détail. On a analysé les résultats, certaines stratégies de la société pour expliquer pourquoi, voilà, ce que j'en pense, ce genre de choses. Mais il ne faut pas voir ça comme un document d'analyse complet de la société. On n'est pas dans une analyse détaillée de la société Ubisoft. Il y a beaucoup de choses à faire chez Ubisoft. Donc sur 2021, donc au niveau du chiffre d'affaires, ils sont en forte hausse. Au niveau des revenus digitaux, ils sont en forte hausse. Au niveau du nombre de joueurs récurrents, ils sont en forte hausse. Au niveau du back catalogue, ils sont en forte hausse. Donc tout est parfait dans le monde d'Ubisoft pour 2021. Le problème, c'est que ça ne convient pas très bien au marché. Alors pourquoi ça n'a pas convenu au marché? Il y a beaucoup de choses à expliquer pourquoi ça n'a pas convenu au marché. Donc on va y aller en détail. Sur 2021, déjà, ils vous expliquent, voilà, ils ont fait des records un peu partout. Donc il faut savoir que sur 2021, vous avez quand même eu le boost du Covid, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des choses poussées, qui ont poussé l'activité de tous les groupes. Donc même quand vous faites une hyper croissance, c'est-à-dire vous faites 41% de croissance, si tous vos concurrents font entre 25 et 50% de croissance, le marché il va pas vous donner une prime. Parce qu'en fait, vous ne faites pas vraiment mieux que vos concurrents. Vous faites quasiment la même chose, vous faites partie des meilleurs players, mais vous n'allez pas faire bien meilleur ou bien moins que vos concurrents. Ce qui est intéressant dans une société, et là où vous allez payer une prime, c'est si par exemple tous vos autres concurrents font entre 5 et 10% de croissance, et vous, ça fait plusieurs années que eux font entre 5 et 10 avec des années où ils font plus 30 quand il y a des sorties de jeux, et que vous, au lieu d'être à 5 plus 10, vous êtes plutôt à plus 10 plus 20, et quand vous sortez vraiment un gros jeu, vous êtes à plus 50. Et là, à ce moment-là, le marché il va dire ah bah oui, effectivement, il y a une exécution qui est différente. Donc déjà, ce qui était important de comprendre, c'était que quand on achetait de l'Ubisoft, c'était moins cher que la plupart des Américains. Mais ça, vous avez toujours une décote par rapport aux USA. Donc voilà, c'était l'angle de base. Et en plus, beaucoup de gens valorisaient ça comme un actif de très très forte croissance. Or, en fait, quand vous regardez à très long terme, la croissance d'Ubisoft n'est pas meilleure que la croissance des acteurs américains. Elle est même légèrement plus faible. Donc ça, avoir une croissance légèrement plus faible que les acteurs américains, c'est aussi une mauvaise chose pour l'investisseur. Et c'est là, c'est un truc qu'il faut très bien comprendre. C'est-à-dire quand vous allez prendre un univers, même si vous avez un acteur qui croît 30% par an, si tous les autres y croient 50% par an, votre acteur il va être considéré comme le moins, celui qui exécute le moins. Donc en fait, il faut vous dire que même si vous avez de la croissance, ça ne veut pas dire que le management il est excellent. Parce que la croissance, elle peut être drivée par l'univers et le fait que voilà, vous avez plus de gens qui jouent aux jeux vidéo, ils sont là au bon moment, au bon endroit, ce genre de choses. Et ce que le marché va chercher, c'est des sociétés qui vont croître, qui vont prendre de la part de marché. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais c'est ça que le marché va chercher. C'est des gens qui vont devenir de plus en plus gros et qui vont obtenir de l'importance. Ou alors qui vont devenir très gros dans une niche de leur marché et qui vont obtenir de l'importance comme ça. Donc voilà. Donc là, vous avez les revenus en détail. Ce que vous voyez, c'est que vous avez la R&D qui est en forte hausse. Donc ça a été mal interprété en France. Ça a été très bien interprété aux USA. C'est exactement la même chose que sur beaucoup de sociétés. En France, quand vous faites un investissement de R&D dans l'avenir, la plupart des analystes ne le comprennent pas. Et quand en plus vous êtes dans le jeu vidéo, vous êtes un peu comme dans l'industrie du cinéma, c'est-à-dire ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait vous allez fortement investir dans un jeu, mais vous n'êtes pas sûr du rendement que vous allez avoir. Alors que, entre guillemets, quand vous vous appelez, mettons, Dassault et que vous investissez dans votre logiciel, bah vous investissez pour que votre logiciel il continue à croître, ça se voit, c'est assez simple. Quand vous êtes sur un actif B2B, c'est assez simple de comprendre l'investissement et la croissance liée à cet investissement. Quand vous êtes dans la création de produits et que vous allez investir fortement en R&D pour ça, bah, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Donc déjà, ça c'est parce qu'ils vont faire beaucoup plus de jeux et qu'ils ont créé, ils ont beaucoup de jeux en cours et du coup ils font beaucoup de R&D
et ils investissent beaucoup dans leur jeu, et ça a été mal vu par certains analystes qui disent que les investissements sont tellement forts qu'en fait la rentabilité va être petite pendant un certain nombre de temps. Et c'est là que vous arrivez sur autre chose. Dès que vous êtes sur des secteurs où l'investissement est très très fort, bah, la course à la taille est encore plus importante, parce qu'en fait, pour amortir vos investissements, vous avez besoin de taille et vous avez besoin de maximiser la valeur de vos actifs absolument tout le temps, partout. Ça, c'est ce que vous avez sur Facebook, sur Apple, sur Google et tout. Pourquoi est-ce que ces acteurs ils font autant de rentabilité? C'est pas parce qu'en fait ils sont vraiment focus sur la création de rentabilité. Non, parce qu'en fait ils payent largement leurs employés, ils font beaucoup d'investissements, ils vont faire beaucoup de produits dont un certain nombre qui vont pas marcher, ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait ils font beaucoup de rentabilité, c'est qu'ils ont pris une telle taille dans le marché et ils ont été tellement plus vite que les autres qu'en fait ils ont un effet d'échelle considérable qui leur permet de faire un certain nombre d'investissements ou de paris, et donc de fonctionner entre guillemets même à coût beaucoup plus élevé que les autres au niveau salarial et tout. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont ils ont un tel avantage concurrentiel sur les autres que c'est pas les coûts salariaux qui vont changer, c'est pas tout ça qui va changer le modèle de ces sociétés. Donc dans le jeu vidéo, vous avez un peu le même problème. Vous avez de plus en plus d'acteurs et d'analystes qui vous disent qu'en fait, soit vous êtes un tout petit studio et vous allez être très spécialisé sur certains trucs, soit vous êtes un studio moyenne gamme spécialisé sur deux trois grosses IP et vous voulez pas en produire plus et vous voulez créer de la rentabilité, soit entre guillemets vous êtes obligé d'avoir une très très forte croissance et d'avoir une position dans le gaming très importante, et entre guillemets bah, vous allez avoir besoin du coup d'être sur le mobile, d'être sur les jeux PC, d'être sur les MMO, d'être absolument sur tous les supports tout le temps, et d'essayer d'amener vos marques à s'élargir le plus fortement possible. Et donc, bah forcément, ça, Ubisoft, ils sont un peu en retard comparativement aux autres. On va voir en détail un peu après. Donc, c'est aussi pour ça que le marché, il n'a pas aimé les choses. Vous avez aussi autre chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir. Vous avez le nombre d'actions de la société. Quand vous prenez le nombre d'actions chez Activision, le nombre d'actions chez EA, le nombre d'actions chez Take-Two et tout, ce que vous avez, c'est que vous avez une forte progression du nombre d'actions. Et depuis un an et demi, vous commencez à avoir des rachats d'actions et ils annulent des actions. Et en fait, ils ont atteint une telle force et une telle taille dans le marché que maintenant, ils peuvent se permettre d'investir dans le futur avec la dette et avec leur cash flow, tout en reluant leurs actionnaires. Et ça, du coup, c'est très bien valorisé par le marché, parce que ça veut dire que si vous achetez l'actif maintenant, dans 10 ans, ça se trouve, il y aura 20 ou 30% d'actions en moins. Ce que le marché n'a pas apprécié aussi chez Ubisoft, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus d'actions qu'avant. Enfin, beaucoup plus. Il y a plus d'actions qu'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez mal vu, mais là plutôt du côté des anglo-saxons. Parce que vous êtes sur une société qui va émettre encore des actions. Pourtant, elle n'émet pas des actions pour faire du deal. Vous n'êtes pas dans le cas d'Embracer, donc vous n'allez pas faire de la croissance à tout prix. Mais elle émet des actions pour garder sa capacité financière stable et pouvoir investir dans ses jeux en propre et ce genre de choses. Et donc là, le risque n'est pas pareil. La manière d'appréhender le risque n'est pas la même. Et pour les analystes, bah, c'est carton rouge. Donc vous voyez que vous avez un actif de qualité, mais qui a mal exécuté comparativement à ses concurrents. Et du coup, le fait qu'il est mal exécuté comme ça, c'est pénalisé en bourse. Encore une fois, hein, c'est une très très belle société. On parle d'une société qui a fait une exécution de très haute qualité, mais de moins bonne qualité que le top qualité en face. C'est un peu comme si vous vous disiez LVMH, ils ont fait une exécution de folie, et Kering, ils ont fait une exécution un peu moins bonne que LVMH. Ça veut pas dire que l'exécution de Kering, elle est mauvaise. Ça veut juste dire que chez LVMH, les mecs, ils sont géniaux. Après, vous avez une notion du risque aussi. Chez les Américains, ils ont fait beaucoup d'achats de studios, ils ont émis beaucoup d'actions sur les 10 dernières années pour faire des rachats, se positionner sur des marchés, alors que chez Ubisoft, ils ont été plutôt dans l'émission assez lente, sans faire de rachats tout le temps, et en essayant de construire en organique. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, essayer de construire en organique, c'est pas très bien valorisé par les marchés. Donc voilà. Là, vous avez du coup le total. Donc voyez, vous avez une augmentation de 15% de la R&D, comme je vous l'ai dit, une augmentation de 35% des coûts capitalisés qui ne sont pas de la R&D.
enfin de la R&D non capitalisée. Ça en fait c'est tous les jeux et vous l'avez dans tous les acteurs de studio. Bon, ça a été assez bien compris par le marché. Il y a quelques acteurs qui n'ont pas bien compris. J'ai lu quelques notes où c'était assez mal compris. Ça c'est quand vous avez un jeu, vous continuez à investir dedans alors qu'il est sorti, que vous savez la rentabilité du jeu, mais en fait c'est pour continuer à le vendre optimalement et c'est pour vendre par exemple les add-ons, les Game Pass ou toutes ces choses-là. Donc en fait vous pouvez pas capitaliser la R&D parce que l'actif est déjà sorti. Donc au niveau comptable c'est un peu différent, mais ça c'est très très intéressant. Et en plus généralement le retour sur investissement dessus est beaucoup plus rapide que sur la R&D capitalisée d'un jeu vidéo que vous êtes en production à l'année 1 et vous allez le sortir dans 2 ans, 3 ans. Parce que comme je vous l'ai dit, le cycle d'un jeu vidéo, surtout d'un triple A, c'est en gros 5 ans. Hein. C'est le moment où vous avez commencé, le moment où vous allez le sortir, il se passe à minima 5 ans et la plupart du temps plus. Du coup aussi, autre chose qui a des plus, c'est que malgré cette forte hausse de la R&D, donc de l'investissement de la société pour construire un pipeline de jeux, en fait Skull and Bones, qui devait sortir cette année, qui a été décalé à l'année prochaine, enfin du coup qui devait sortir l'année dernière, qui a été décalé à cette année, a encore été décalé à l'année prochaine. Et ça, c'est très mal vu. Parce que quand vous décalez des jeux, ça veut dire que les coûts vont augmenter, ça veut dire que votre besoin de vendre le jeu va augmenter pour atteindre ne serait-ce que l'équilibre financier. Donc, ok, vous avez créé une nouvelle licence, cette licence elle peut avoir de la valeur, ce genre de choses. Mais si vous aviez prévu un budget de 100 millions d'euros pour faire le jeu, que vous décalez et qu'au final le jeu, votre budget il a été explosé et il est à 200 millions d'euros, vous êtes obligé de doubler votre nombre de ventes avant d'être à l'équilibre financier. Et ça, c'est pénalisé par les investisseurs de manière assez forte. Après, c'est aussi un parti pris qui est un parti très intéressant de la part de Ubisoft. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils étaient conscients de la mauvaise image que ça allait donner au niveau des marchés, mais pour s'assurer un jeu de qualité, ils ont préféré le décaler et s'assurer que le jeu soit de qualité plutôt que de l'amener sur le marché avec une piètre qualité et d'avoir le problème qu'a eu CD Projekt Red avec Cyberpunk. Donc ça, c'est aussi un choix du management. Donc s'il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, moi par exemple pour un actionnaire long terme, je dirais que faire le choix de décaler un jeu, c'est quand même quelque chose de positif. Après là, ça fait quand même deux décalages. Donc la question c'est est-ce qu'il y a vraiment un problème dans l'exécution de ce jeu-là et un risque que au final ça soit de la pure perte pour Ubisoft et qu'à arriver un moment ils vous disent bah le jeu il est pas beau, il nous convient pas, on peut pas le sortir comme ça, donc on va tout reprendre à zéro et vous avez investi à pure perte. Et ça, il faut bien comprendre. Dans le jeu vidéo, vous pouvez investir à pure perte. C'est des activités entre guillemets culturelles où vous allez créer un support et entre guillemets en plein milieu de la création de votre support, il peut arriver beaucoup de choses qui font que votre support perd totalement sa valeur. Alors que quand vous faites de la R&D dans un logiciel, je sais pas, comme le logiciel on va reprendre Dassault, il y a peu de chances que votre équipe R&D elle mette en place un système dans le logiciel ou une brique en plus dans votre logiciel et que cette brique elle ait plus aucune valeur 2 ans plus tard. Sauf évolution technologique considérable. Mais entre guillemets, il y a de la valeur et c'est facile d'appréhender la valeur de votre recherche. Dans le jeu vidéo, vous êtes vraiment dans le côté culturel pur et donc vous êtes comme dans le cinéma et vous pouvez avoir des fours très très rapides parce que voilà, votre équipe elle est pas bien gérée au niveau exécution, ce genre de choses et ça arrive à tout le monde. Hein. Vous avez EA avec Mass Effect Andromeda, ça a été un four considérable et pourtant EA est une société dont le marché considère qu'elle exécute bien. Mais en fait, bon, le moment où ils ont eu ce problème avec Mass Effect et Andromeda, c'est arrivé, ils ont été pénalisés par le marché, puis maintenant ils exécutent sur tellement de choses, sur tellement de jeux différents, que quand ils se plantent sur un jeu, c'est pas grave. Et c'est là encore, c'est là que vous montrez la puissance de la taille. C'est-à-dire, EA, ils ont tellement de jeux de triple A, que quand ils se plantent sur un triple A, c'est pas grave. Le marché, il va les pénaliser un mois, mais après, il l'aura oublié. Alors qu'en fait, chez Ubisoft, comme vous avez un nombre de AAA qui est très limité et que vous en avez peu qui sortent chaque année, et généralement vous avez un roulement des AAA, donc vous avez au max 2 ou 3 AAA qui sortent dans l'année, ben, vous avez un roulement comme ça qui se met en place. Et donc dès qu'il y a un des jeux qui était dans le roulement qui obtient un problème, bah, tout de suite le marché il vous met une grosse sanction. Et là, vous avez vraiment l'exemple de l'importance de la taille. Donc là, vous avez les targets de 2022. Donc du coup, vous voyez, hein, c'est single digit growth, donc une croissance à un chiffre. Donc ça a été pénalisé par le marché. Des revenus qui sont légèrement, enfin assez proches des revenus qu'il y a maintenant, mais qui ne sont pas en très forte croissance.
Donc ça vraiment, voilà, c'est toujours pénalisé par le marché. Un back catalogue en croissance, mais vous avez lors du conf call, ils étaient plutôt sur là aussi sur du single digit growth. Donc c'est assez, enfin pour le marché c'est mal vu parce qu'en fait ils pensaient que le back catalogue allait être très fort l'année prochaine avec l'entrée sur la fin de l'année de Assassin's Creed Valhalla dans le back catalogue. Et en fait, le management, il a pas vu les choses comme ça et il a pas expliqué les choses comme ça et du coup, ça a été assez mal interprété. Voilà. Après, il y a beaucoup de lancements de jeux qui vont avoir lieu l'année prochaine, surtout en 2022 d'ailleurs, surtout en 2023, pardon. Et du coup, vous avez quand même un pool de jeux qui va être considérablement augmenté dans les 5 ans qui viennent. Donc là, c'est vrai que la société est peut-être dans le moment un peu de dur avant d'arriver à avoir la taille nécessaire pour passer le cap de cette difficulté. Donc, on va faire un peu une analyse stratégique parce que c'est ça qui est intéressant. Donc aussi, ce qui pénalise beaucoup, surtout aux US Ubisoft, c'est quoi? C'est l'exécution stratégique. Ce qu'on reproche beaucoup à Ubisoft quand vous lisez certains analystes américains, et ce que je reproche à Ubisoft aussi moi, c'est quoi? C'est de ne pas avoir mis tous les. En fait, il faut bien comprendre, la famille Guillemot a beaucoup investi dans le jeu vidéo sur beaucoup de secteurs différents, mais en fait, elle a fait à chaque fois une entité par secteur, une entreprise par secteur. Et elle a jamais regroupé ces entreprises au sein d'un seul bloc pour leur donner de la synergie et de la puissance. Et ça, c'est ce qu'on a vu un peu la fois dernière avec Activision. La, la façon de faire d'Activision, c'est quoi? Ils avaient Activision, ils ont été acquérir Blizzard qui avait des compétences dans les MMO et dans les univers des RTS, des jeux comme ça. Donc ils avaient le FPS, les MMO, les RTS. Et ils ont été acquérir King qui avait des compétences dans le mobile. Et après, ils commencent à pousser les marques pour les mettre sur tous les supports à la fois. Donc ils ont commencé avec Call of Duty, ils le mettent sur mobile, ils le mettent sur console, ils le mettent sur PC, et ils ont créé un MMO, ce genre de choses, et voilà, et ils vont allonger leur licence et la mettre sur d'autres supports. Et du coup, ils créent de la valeur. Et c'est ce qu'on avait vu, c'est là où vous avez la plus grosse croissance chez Activision, sur la partie Call of Duty cette année. Parce que justement, ils ont été capables d'allonger cette licence sur des secteurs connexes et pas juste de sortir une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an, le jeu sur console. Non, non, ils ont été capables de créer des sous-jeux et d'aller monétiser leurs acteurs différemment. Chez Ubisoft, ils avaient un acteur dans le mobile qui s'appelait Gameloft, qui a été racheté par Vivendi. Et Vivendi, c'est une société que je trouve assez bien gérée, qui pour moi exécute assez bien. Donc, quand ils ont acheté Gameloft, je me suis dit, bah, ils vont faire des bonnes choses et ça va bien se passer. Et en fait, pas du tout. Ça se passe très très mal. Donc, c'est là que c'est très intéressant. Vous avez un acteur comme Vivendi, qui est considéré par la bourse comme quelque chose, comme un acteur qui crée de la valeur. Et pourtant, en fait, il a racheté Gameloft et il a détruit une grosse partie de la valeur de Gameloft. Ce que vous voyez, c'est que cette année, là, on est sur les résultats de 2020. Vous avez Gameloft qui fait 253 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins 2,1. Sur du mobile avec le Covid, c'est très très mauvais. Si vous comparez aux autres, c'est très 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 mauvais. Ils sont en EBITDA négatif depuis un certain nombre d'années. Donc là, ça veut dire que ça coûte de l'argent à Vivendi. Et si on prend l'époque où ils ont fait le deal, donc là, ça nous ramène en 2016. Ils font le deal en 2016, d'accord. Donc ils rentrent au capital en 2015. Ils font l'OPA en mai 2016 à 8 euros. À l'époque, ça faisait 227,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur l'année 2016, ça allait en faire 256. Et vous voyez que si on revient en arrière, on est à 253. Ça veut dire que depuis 2016, ils n'ont pas été capables de créer du chiffre d'affaires. Et pourtant, vous pourriez vous dire, bah, c'est bien le gaming mobile. Bah, en fait, on peut créer des jeux avec les stars de la chanson de Vivendi et tout. Mais en fait, bah, comme le jeu vidéo, c'est vraiment un secteur à part avec quelque chose de très culturel derrière et tout, avec vraiment un besoin d'avoir des acteurs très particuliers qui comprennent comment on fait un jeu, qui comprennent comment on amène les gens à jouer à ce jeu-là, ce qui est intéressant, ce qui leur plaît ou pas. C'est vraiment un management totalement différent du management de la télévision ou du management des stars ou du management d'une usine. Et en fait, vous voyez que chez Vivendi, ils n'ont pas été capables de le faire optimalement.
Donc ils n'ont pas créé de valeur. Donc vous avez, entre guillemets, Ubisoft qui a perdu de la valeur parce qu'au lieu de merge, au lieu de fusionner avec Gameloft et d'avoir l'apport à l'époque des compétences de Gameloft pour amener les licences d'Ubisoft sur le mobile, bah, ils l'ont pas fait. Du coup, ils ont perdu l'actif. Et la société qui a racheté l'actif, eh ben, elle n'a pas été capable de faire prendre l'actif. Et donc c'est là que vous voyez que dans le jeu vidéo, c'est pas parce que vous achetez un bon actif que ça va bien se passer. L'exécution, elle est vraiment vitale. Et même si vous êtes sur un très très grand groupe où vous pensez qu'il y a plein de synergies et qu'il peut se passer plein de choses, bah, l'exécution, elle peut être catastrophique. Donc c'est là qu'on va arriver à la première matrice du BCG, pour ceux qui connaissent. Donc la matrice du BCG, c'est quoi? Vous avez la croissance du marché, la part de marché, et du coup, vous avez, entre guillemets, la rentabilité de la société. Donc poids mort, ça veut dire que vous avez peu de rentabilité, d'accord? Vache à lait, vous avez pas mal de rentabilité. Étoile, c'est le top du top. Et dilemme, vous avez une forte croissance, mais comme vous avez une part de marché assez petite, vous avez un problème de part de marché. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'à l'époque où Gameloft s'est lancé, ça a longtemps été un dilemme en bourse. C'est-à-dire il y avait une croissance forte, mais il n'y avait pas de rentabilité. Et après, au lieu de passer dans la gamme des étoiles, ou dans la gamme des vaches à lait, c'est tombé dans la gamme des pois morts. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand vous avez une société qui a un dilemme, soit de elle-même, elle va tomber dans les étoiles, c'est-à-dire elle va tellement créer de croissance qu'elle va finir par prendre de la part de marché, par écraser les concurrents et devenir très très rentable, et après elle finira vache à lait, soit en fait, bah, elle se casse la figure et elle tombe dans poids mort. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Gameloft. Or, si vous aviez par exemple eu Ubisoft, d'accord, qui avait racheté Gameloft, bah, peut-être que le fait d'avoir les licences d'Ubisoft à amener sur mobile, ça aurait permis de donner la croissance supplémentaire à Gameloft pour aller de dilemme à étoile et pour engranger un cycle de croissance de long terme. Et en faisant pas ce move là il y a 5 ans, bah peut-être qu'ils ont perdu une valorisation par titre maintenant qui peut être estimée à plusieurs dizaines d'euros par titre. Donc vous voyez bien que c'est un énorme problème. Et là, vous avez autre chose qui rentre en jeu, surtout en Europe, vous avez la question des égaux. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand vous avez créé un actif en Europe, la plupart du temps, on laisse toujours le mec qui a créé l'actif à la direction de l'actif. Or, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. C'est pas du tout la bonne chose à faire. Donc là, on le voit, hein, je vous avais montré, c'est Activision. Donc avec Activision, ils ont totalement refondu la marque Call of Duty pour l'horizontaliser considérablement à travers tout l'univers du gaming. Et du coup, ils ont créé beaucoup de croissance. Et en fait, bah là, comme je vous l'ai expliqué, Ubisoft s'est pas servi des compétences de Gameloft pour horizontaliser des marques. Vivendi a racheté Gameloft. Vivendi n'a pas été capable de donner le kick-off à Gameloft nécessaire. Et du coup, bah, vous êtes sur un actif qui a peu de valeur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez vous dire que la valorisation de Gameloft, c'est une valorisation pour un acteur qui, entre guillemets, n'aurait pas la taille sur le marché du mobile et qui, lui, plus Gameloft, ça lui donnerait une taille nécessaire sur le marché du mobile pour devenir rentable à long terme, donc ça devient intéressant de faire le deal. Mais en tant que tel, tout seul dans son coin, l'actif de Gameloft, il a très peu de valeur à l'heure actuelle. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, on arrive dans le côté psychologique et vous êtes dans ce qu'on appelle une lose-lose situation. C'est quoi une lose-lose situation? Et c'est là que c'est très important de comprendre parce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une capacité des investisseurs à dire j'ai un actif A, j'ai un actif B, ok, c'est moi qui ai créé l'actif A, je vais le donner à un autre qui juge plus, enfin comment dire, plus capable que moi, je vais avoir de l'equity, et donc du coup, comme j'ai de l'equity, bah, j'ai intérêt à ce que ça marche bien pour gagner plein d'argent. Et du coup, bah voilà, je sors de ma compagnie, je donne ma compagnie à quelqu'un d'autre, il va regrouper les deux compagnies et on va tous les deux en profiter. Et en fait, en France, comme à chaque fois qu'on vend sa compagnie, c'est mal vu, qu'on vend sa société, c'est assez mal vu, parce qu'en fait, bah, tout le monde part du principe que voilà, sa société, il faut la garder ad vitam aeternam, mais il faut montrer qu'on est le boss et
Ce qui compte, c'est les boîtes familiales avec 15 générations à leur tête, ce genre de choses. Et c'est les grands patrons, type Xavier Niel, Bernard Arnault et tout ça. Mais il faut bien vous dire, ce genre de personnages, vous en avez quelques-uns par décennie. Donc ça représente rien dans le marché. Par contre, si vous avez beaucoup de personnages qui ont la capacité d'amener d'une boîte de 0 million d'euros de chiffre d'affaires à 50 millions, mais qui n'ont pas la capacité de l'amener de 50 à 500. Et à ce moment-là, il faut être capable, quand on est actionnaire, de dire à la personne en face de soi, bah, tu as la capacité, tu as fait du bon taf, mais maintenant, tu n'es pas à même de faire le taf pour aller après. Et ça, c'est très très compliqué. Donc on va voir, c'est une lose-lose situation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une lose pour Ubisoft et pour les Guillemot parce qu'ils ont perdu les actifs de Gameloft. Et ça a été une lose pour Vivendi et pour Bolloré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a racheté un actif, mais comme il n'a pas pu avoir Ubisoft par la suite, il n'a pas pu mettre en place des synergies et du coup, il n'a rien eu. Alors que s'ils s'étaient mis d'accord, s'ils avaient trouvé un terrain d'entente, bah, ils auraient gagné de l'argent tous les deux et ça aurait été une good for boss. Et ça, c'est assez important. Et vous allez voir dans beaucoup de sociétés, par exemple, vous prenez Facebook, le moment où Facebook s'est structuré, et ben Zuckerberg, il était beaucoup en retrait. Il était sur la stratégie, sur les opérations d'acquisition de concurrents, sur ce genre de choses. Mais la grande majorité de la société était gérée par Sheryl Sandberg. Et quand vous allez voir les gourous de la Silicon Valley qui vous expliquent comment ça s'est passé et tout, ils vous expliquent tous que Zuckerberg, il avait conscience de ne pas être à même de faire la structuration de sa société quand elle était en hyper croissance et qui commençait à y avoir l'introduction en bourse et tout ça. Donc il a été chercher le talent ailleurs. Mais vous avez la même chose, vous prenez chez Microsoft, Bill Gates, au bout d'un moment, il a laissé la main à quelqu'un d'autre parce qu'il savait qu'il était à sa limite. Et la plupart des grosses boîtes US, dont on vous vend la réussite et tout, la plupart des PDG, vous avez une chose en commun. C'est qu'au bout d'un moment, ils sont capables de se mettre autour de la table et de dire, ah bah moi, il faut que je fasse de la stratégie, moi, il faut que je fasse autre chose, mais il faut plus que je gère la société. Et parce que c'est un danger. Et par exemple, pour moi, on peut prendre un exemple. Si vous voulez une société que j'aime beaucoup mais que je trouve dangereuse, c'est Tesla. Pour moi, Tesla, c'est une société qui est assez dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez Tesla, vous avez un énorme problème d'exécution. Vous avez tout qui est lié à Elon Musk. Et je pense qu'avoir tout qui est lié et avoir un manager qui n'est pas capable de déléguer comme vous avez avec Elon Musk, c'est assez dangereux. Voilà. Alors après, on va prendre un petit exemple en plus, bis repetita. Les Guillemot, ils détiennent une société qui s'appelle Guillemot Corporation, qui a beaucoup marché cette année parce qu'il fait du hardware gaming. Donc là, vous voyez, vous avez un chiffre d'affaires en hausse, vous avez tout qui est en hausse. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, Guillemot Corporation, c'est une société qui a végété. Elle a fait beaucoup d'acquisitions au début des années 2000, puis après ça a été beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait vous étiez à peu près dans le même problème qu'avant. Donc là vous avez les cours, hein, vous avez Guillemot Corporation, vous voyez que vous avez une explosion qui, est, qui a eu lieu cette année à cause du Covid. Mais en fait si vous prenez le graphe à très long terme, c'est beaucoup moins intéressant pour Guillemot Corporation. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était rentable dans le haut de cycle de vente, mais elle n'était pas rentable dans le bas de cycle. Et elle n'avait pas la taille pour être rentable tout le temps dans le marché. Et ça, c'était lourdement pénalisé par le marché. Là, comme en fait, le cycle du hardware, il a complètement changé et on pense qu'on a passé une étape et que le haut de cycle est beaucoup plus haut et que le bas de cycle est plus haut que le haut de cycle d'avant, forcément, la rentabilité est un peu différente. Mais ce que vous voyez, c'est que vous aviez à peu près le même problème chez Fanatec, qui était une société qui était très ciblée sur le très haut de gamme, donc qui était structurellement plus rentable que Guillemot, qui est légèrement moins haut de gamme que Fanatec que Endor AG, pardon, qui détient la marque Fanatec. Mais vous aviez un peu le même problème chez Fanatec. En haut de cycle, ils étaient très rentables et en bas de cycle, ils n'étaient pas tout à fait rentables, voire pas rentables. Ça dépendait des bas de cycle. Et en fait, vous voyez que chez Endor AG, vous avez, c'est la courbe qui a le plus monté. C'est une société qui est le plus montée en Europe ces 2 dernières années. Hein. Elle a fait 7000% d'augmentation de son cours de bourse. Et voilà. Et en fait, si on prend à peu près le positionnement produit
de Endorager et le positionnement produit de Guillemot Corporation, on devrait avoir Guillemot Corporation qui est en gros, qui fait 3 fois moins bien que Endorager, mais qui devrait être beaucoup plus haut que ce qu'il est actuellement. Donc soit vous vous dites que c'est sous-coté, c'est possible. Moi, je pense pas que ça soit vraiment que ça, même si ça peut en faire partie. Soit c'est parce que vraiment il y a une différence de captation de la création de valeur. Et moi, je pense que le problème il se situe là. Et du coup, cette situation, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme Guillemot est légèrement plus gros que Endorager, bah, du coup, le levier de rentabilité quand on est en haut de cycle est un peu moins élevé que chez Endorager. Et en contrepartie, par contre, ils ont quand même pas la taille pour être rentable en bas de cycle. Et donc, vous avez un énorme problème. Et ça, pour moi, c'est un autre exemple de ce qui s'est passé avec Gameloft. C'est qu'au lieu de dire, par exemple, à Ubisoft, on va racheter Guillemot, on va fusionner les deux entités et on va mettre en place, par exemple, à chaque fois qu'on sort un jeu, des manettes à l'effigie du jeu, ce genre de choses. Et on va essayer de créer, même si c'est du segment de moins bonne qualité, une nouvelle marque sur du milieu de gamme, mais en mettant en place des efforts sur les franchises d'Ubisoft et en essayant de créer un peu plus de valeur sur ces franchises-là, bah, ils sont restés sur deux entités avec des visions différentes, qui sont deux entités complètement à part, et du coup, ils captent pas la réelle valeur des deux actifs. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme, énorme problème. Et du coup, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre parce que c'est aussi un truc qui est pénalisé par le marché. Si demain il commençait à être un peu plus agressif et à montrer quelque chose, bah, le marché il les valoriserait autrement. Là, vous êtes sur une deuxième matrice du BCG, donc vous avez le même problème, sauf que là, on est en part de marché pur. D'accord? On est en part de marché pur et on est avec ce qu'il y a en compte en banque. Donc là, vous avez la star avec cash in balance. D'accord? Là, vous avez la cash co, donc cash generator. Là, vous avez le chien, cash in balance. Et là, vous avez le problem child, cash user. Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez chez Guillemot Corporation, vous avez un problème qui est là. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en permanence en train de passer du cash generator au cash user. Et ça, c'est les pires actifs. Ça, c'est ce qui arrive souvent quand vous achetez des cycliques. C'est-à-dire quand vous achetez des cycliques, vous passez du cash generator au cash user tout le temps. Alors si vous avez une grosse part de marché, parfois vous pouvez rester dog ou ce genre de choses. Mais si vous n'avez pas une grosse part de marché dans un marché qui est plus ou moins cyclique et qui a des temps, des hauts et des bas de marché comme ça, à long terme, c'est très problématique pour la gestion de votre société. Ça vous oblige à avoir une capacité d'exécution qui est 3 fois meilleure que les autres pour arriver à être rentable dans le temps. Alors que si vous aviez juste un peu plus de taille, bah vous seriez rentable dans le temps, sans forcément exécuter optimalement tout le temps. Donc c'est là que vous voyez quelque chose d'important, c'est en n'ayant pas cette taille et en n'ayant pas pris appui sur leurs forces, c'est-à-dire les forces de toute la famille Guillemot, et ben en fait ils ont perdu en puissance. Et ça, c'est ce qui arrive dans beaucoup de familles. C'est-à-dire dans beaucoup de familles, ce qui se passe, c'est que le moment où on voit commencer les empires à diminuer, c'est le moment où les familles sont plus à même de se mettre d'accord et de regrouper leurs forces pour donner à leur groupe une force considérable. Ce qui fait que Bernard Arnault, le groupe est considérable, c'est que c'est lui qui dirige. Mais ce qui fait aussi qu'on peut se dire que le groupe sera considérable après Bernard Arnault, c'est qu'il a mis en place toute une structure qui fait que même quand il va mourir et quand c'est ses enfants qui vont reprendre, ils pourront pas vouloir sortir du groupe comme ils voudront. Et ils pourront pas se dire ah bah moi je vais prendre les montres, toi tu vas prendre les pantalons, enfin tu vas prendre les sacs et moi je vais prendre les cosmétiques. Ça sera pas comme ça. Et ça pourra pas se passer comme ça même s'ils ont envie de le faire comme ça. Et du coup ils sont obligés de garder une cohésion de groupe. Et c'est là que le groupe doit être capable de dire mais en fait euh, votre la vision du groupe, c'est d'arriver dans une situation de win-win. Donc de good for both. Et c'est là que vous devez tout le temps être dans l'explication et vous êtes tout le temps, et c'est là où le management, il a un gros pouvoir, il est tout le temps obligé d'aller voir la famille, d'aller voir tous les acteurs de la famille et de leur expliquer, en fait on construit quelque chose à long terme mais vous allez tous en être gagnants. Y être gagnants.
Mais ça, c'est assez compliqué parce que là, vous êtes dans l'humain et beaucoup d'empires se sont effondrés comme ça. Donc voilà, sur les actifs qui n'étaient pas matérialisés par Ubisoft. Après, il y a des très bonnes choses. Vous pouvez prendre la licence Tom Clancy. Donc il y a eu une série qui est sortie, enfin un film qui est sorti sur Amazon pour ceux qui ne savent pas. Donc ça a boosté un peu la licence, mais c'est une licence qui était quand même considérable. Donc là, on est sur Rainbow Six Siege, qui est un jeu en ligne, hein. Donc vous voyez bien, vous aviez comment ça s'appelle? Vous aviez un peu moins de 30 millions de, enfin non, même moins de 20 millions d'utilisateurs en 2016, et vous êtes quasiment à 200 millions maintenant. Bon, il y a eu une forte hausse avec le Covid, ça c'est normal, mais vous pouvez vous dire qu'en fait, depuis 2017, ils ont réussi à passer un palier. Et en fait, là où ils étaient structurellement sous les 100 millions, maintenant ils sont entre 100 et 200. Enfin, plutôt entre 130 et 180. Et leur but, c'est après d'essayer de passer encore un palier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la licence Tom Clancy. Parce que par exemple, quand vous regardez The Division, qui est issu de la licence Tom Clancy, ils commencent à faire exactement la même chose que ce qu'a fait Activision. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez un jeu, ils créent un autre jeu et maintenant ils vont commencer à créer un MMO, on en a déjà parlé, un free-to-play pardon, c'est Earthland. Ils vont commencer à créer un jeu mobile, un film, une série. Ils sont alliés avec Netflix pour faire une série, ce genre de choses. Et le but, ça va être quoi? Le but, ça va être de s'allier à des gens, de créer des choses avec cette licence The Division et la couche supérieure Tom Clancy, et d'arriver à créer de multiples choses et d'en tirer le plus profit possible. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand ils vont faire une série avec Netflix, ben, ils vont essayer de se mettre d'accord pour que ça tombe au même moment que le lancement d'un update majeur sur le jeu, ou pendant le lancement d'un jeu. Et là, comme je vous l'ai expliqué, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des gens qui vont voir sur Netflix la série, et peut-être qu'on va leur mettre juste à un moment, à la fin, dans le générique, vous pouvez jouer aussi au jeu, voilà, on vous offre 15% si vous venez jouer au jeu, ce genre de truc, et vous allez créer de la valeur comme ça. Et ça, c'est très très important. Et c'est des choses que vous n'aviez pas avant dans le business. Vous n'aviez pas la capacité de ces business-là à faire ça. Et donc là, en élargissant considérable et en horizontalisant considérablement leur marque pour aller sur d'autres supports, ils vont commencer à créer des choses un peu comme a fait Disney. Ce qui fait la valeur de Disney, c'est ça, c'est cette capacité qu'a Disney à horizontaliser ses marques. Donc ils en font des films, des chansons, des jeux, des peluches, des machins. Et donc ils vont capter beaucoup plus de valeur sur leur marque que quelqu'un qui va juste en faire un film, pardon. Et donc ça, c'est vraiment un mouvement très très intéressant à suivre. Et donc vraiment, si vous êtes actionnaire de Ubisoft, je vous encourage à suivre très scrupuleusement la licence Tom Clancy et surtout la sous-licence The Division. Parce que ce qu'ils font avec The Division là, ça ressemble vraiment à le travail qu'avait lancé un peu Activision il y a 2 ou 3 ans sur Call of Duty. Et s'il l'exécute optimalement, vous pouvez vous dire que la licence de division, à long terme, ça peut être une licence qui vous amène 1 milliard de chiffre d'affaires tous les ans à minima. Vous arrivez un peu sur ce que vous avez avec Call of Duty. Et donc à ce moment-là, effectivement, si vous avez une licence qui, quel que soit le cycle de sortie du jeu et tout, bah en fait elle fait au minimum 1 milliard, puis quand vous avez la sortie d'un jeu, elle fait 2-3 milliards, puis après elle revient, elle redescend, puis bah, vous avez remonté la valeur de la société considérablement, parce que vous avez un matelas qui est beaucoup plus haut. Et ce que les gens ils cherchent dans le jeu vidéo maintenant, c'est un peu de se dérisquer du cycle de production des jeux en ayant un matelas le plus haut possible. Et pour avoir un matelas le plus haut possible, il faut des licences qui fournissent de la valeur tous les ans. Qu'il y ait une sortie de jeu ou pas en fait. Vous avez une transition aussi en ce moment chez Ubisoft entre Uplay, qui était leur ancienne plateforme, et maintenant qui s'appelle UbiConnect. Leur but, c'est d'essayer justement d'incorporer des éditeurs tiers à UbiConnect. C'est pour ça qu'ils font le changement. Ils ont mis en place une mise en place aussi de services d'hébergement de jeux vidéo sur leur propre serveur. Donc maintenant, ils ont une filiale qui fait de l'hébergement de jeux vidéo et qui travaille avec UbiConnect. Et leur but, c'est d'incorporer des gens, de faire l'hébergement, de proposer l'hébergement des modes en ligne et tout ça, et d'aller créer de la valeur comme ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le problème que vous allez avoir là, c'est que pour moi, UbiConnect tout seul, c'est trop tard.
ils arrivent trop tard sur le marché. Ils sont obligés en plus de faire la transition entre Uplay et UbiConnect. Donc vous voyez que vous aviez une forte traction qui commençait à avoir lieu sur Uplay et vous la diminuez fortement et vous êtes obligé de mettre en place votre traction sur, euh, sur UbiConnect. Et vous voyez que la traction sur UbiConnect, elle est quand même pas ouf, hein. Donc la traction sur UbiConnect, c'est la courbe bleue. Ils ont aussi une offre par abonnement qui s'appelle Ubisoft Plus. Vous voyez que ça, c'est pas ouf, hein. Vous n'avez pas de traction. C'est-à-dire si on compare au Game Pass ou ce genre de choses. Et donc là, on arrive bien au même problème. C'est quand vous êtes un éditeur comme Ubisoft, vous faites une offre par abonnement. Vous êtes, mais je crois qu'ils sont à 9 euros ou quelque chose comme ça. Si vous êtes gamer et que vous allez acheter un jeu d'Ubisoft par an, vous voulez pas vous abonner. Parce que c'est plus intéressant de payer le jeu à sa sortie plein tarif que d'être abonné. Ce qui fait la force de Microsoft, c'est vraiment le pool de jeux. Et donc là, on arrive au même problème que je vous ai expliqué au début. Le problème aussi chez Epic Games, c'est vous avez besoin de contenu considérable tout le temps. Et je pense que Ubisoft n'est pas à même de fournir ce contenu considérable tout le temps. Donc il y a un besoin de s'aligner avec d'autres personnes. De créer un store avec d'autres personnes et de faire ce genre de choses. Après, vous avez des très très bonnes choses. Si on prend la licence Assassin's Creed, vous voyez, j'ai mis tous les jeux. Donc vous avez Just Dance. Just Dance, c'est une licence qui est très très intéressante parce que c'est une licence qui commence à avoir du revenu à long terme parce qu'ils font des offres par abonnement dessus. Et comme en fait les gens ils jouent à Just Dance, bah en fait ils s'abonnent pour avoir tout le temps les dernières chansons et pouvoir danser sur les dernières chansons. Et l'abonnement il est pas trop élevé à l'année. Et du coup, voilà, il y a des familles qui s'abonnent à ça, qui vont le garder 3 4 5 ans. Et puis après, quand les enfants vont arrêter d'y jouer, ils vont arrêter l'abonnement. Vous avez les Assassin's Creed. Donc vous voyez bien, Valhalla, vraiment, il y a un changement considérable. Vous voyez qu'il y a une explosion qui est beaucoup plus forte au nom, quand on regarde la connaissance sur Valhalla que sur les autres. Et donc ça veut dire que vraiment, peut-être on peut se dire que la licence Assassin's Creed, elle a été conquérir un nouveau public et qu'à long terme, ça peut être quelque chose d'intéressant pour se dire que par exemple, au lieu d'être sur des licences ou comme vous aviez sur la courbe verte et la courbe rouge qui étaient à peu près à la même au même niveau, vous pouvez vous dire que par exemple, peut-être la courbe du prochain, elle va pas être aussi haute que la courbe de jaune, mais elle va être un cran en dessous. Et du coup, ça serait quand même un cran au-dessus des versions précédentes. Donc ça voudrait dire qu'à long terme, la licence Assassin's Creed, elle a monté un peu en puissance et en capacité de monétisation. Encore une chose, vous pouvez prendre Just Dance, vous avez la même chose. Sur Just Dance, vous faites de la danse. Mais par exemple, pendant un certain temps, Sony l'avait fait sur certains jeux, vous pouviez chanter. Vous aviez un micro et vous pouviez chanter. Bah, typiquement, si là vous êtes sur quelque chose de très très simple et vous allez très vite comprendre, si Guillemot Corporation était intégré dans Ubisoft, une des premières choses de quelqu'un qui fait du growth hacking et qui va chercher de la croissance, c'est quoi? C'est d'aller dire bah, sur Just Dance, il faut qu'on rajoute une couche de chansons pour si les gens ils ont envie de chanter. Et donc il faut qu'on crée un petit micro en plus à vendre avec le jeu. Et du coup, ça fait une monétisation supplémentaire. Et là, vous allez créer un petit micro chez Guillemot Corporation qui va marcher avec le jeu et qui va permettre d'avoir une couche de jeu supplémentaire et une couche de monétisation supplémentaire. Et tout de suite, sur le même pool de joueurs, même si vous allez arriver à en convertir que 10% qui vont jouer en même temps qu'ils vont chanter, bah, tout de suite, la conversion, elle est importante. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et on le note assez peu, parce qu'on vous avez assez peu de gens qui vont aller voir un management et qui vont dire: ah, je comprends pas pourquoi vous monétisez pas vos actifs comme ça, comme ça. Les Américains font beaucoup plus ça. Et c'est ça qui change un peu aussi la valeur à long terme de nos actifs. C'est-à-dire quand vous avez un fonds américain qui n'est pas d'accord sur la modélisation et la gestion d'un actif, il va aller ouvrir sa bouche et il va dire: voilà, vous maximisez pas pour les actionnaires, et donc si vous maximisez pas pour les actionnaires, vous faites pas bien votre boulot. Alors qu'en France, il suffit que vous créiez de la valeur et on va pas vous demander de maximiser. Et ça, c'est un problème. Il faut toujours, quand vous êtes actionnaire d'une société, vous dire est-ce qu'elle maximise ou pas. Si elle maximise pas, il faut râler. Autre côté positif chez Ubisoft, vous avez beaucoup de licences. Vous avez vraiment beaucoup de licences. À une époque, ils avaient toute une gamme qui était Léa Passion.
C'était des licences qui étaient sur Nintendo DS et vous jouiez, voilà, vous étiez un vétérinaire, les à Passion Cheval, il y avait plein de choses et ils ont tout arrêté. Bah, typiquement, s'ils avaient eu Gameloft ou ce genre de choses, je pense que c'est des licences qu'ils auraient pu amener sur mobile assez facilement et qui auraient pu faire un peu de chiffres, ce genre de choses. Après, il y a beaucoup de licences aussi qui sont des licences qui ont de très grosse valeur. Vous avez Beyond Good and Evil 2 qui va sortir, qui est un triple A, donc qui vient d'une licence qui est là depuis très longtemps, mais ils l'ont pas utilisé pendant très longtemps et là ils la remettent au goût du jour. Et donc là, c'est aussi intéressant, c'est quand vous avez acheté des vieux studios, vous avez aussi tout un back catalogue de licences qui est plus utilisé, mais qui peut être remis au goût du jour et qui peut être utilisé, qui est quand même considérable. Et quand vous partez déjà sur un univers qui est déjà préconstruit, c'est des fois c'est plus simple que d'aller construire un univers depuis zéro. Parce que quand vous avez déjà le nom des personnages, la trame scénaristique et tout, vous allez juste bâtir quelque chose par-dessus. Et en plus, bah, vous avez tous les gens qui connaissent déjà la licence et tout. Et ça va être intéressant pour eux.